Et donc, on a effectivement l'intervention de Ravier Del Hoyo sur les nouvelles méthodes pour identifier l'origine des bois flottés. Donc, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de ce qui se fait et finaliser un peu la discussion sur cette question de l'origine du bois. Ravier, on t'écoute, c'est à toi. Merci à tous pour cette. Moi, je suis Javier Del Hoyo, je suis candidat Thésard je travaille avec Virginia et également je travaille avec Hervé et d'autres personnes et nous étudions de nouvelles méthodes afin de détecter l'origine des bois flottants. Tout d'abord, pardon, excusez-moi, je vais changer ceci, voilà. Pourquoi avons-nous besoin d'une méthode pour déterminer l'origine des bois flottants? Simplement pour vous illustrer la situation, voilà. Voici un exemple. Voici un bassin, Ketchement-Bessin, avec un barrage, vous voyez, donc, et la végétation qui fournit bien sûr du bois qui alimente les cours d'eau. Et ce bois, en fait, bien sûr, est ensuite bloqué par le barrage. Donc, une fois qu'on a le bois ici, comment pouvons-nous savoir d'où il vient? Peut-être d'ici, de là, mais ou peut-être d'un autre côté, ou de la partie amont ou aval. Donc, c'est essentiel, il faut le faire pour comprendre le bois que nous avons ici et pour trouver des éléments, des indices qui vont nous donner l'origine du bois. Pour trouver ceci, on va d'abord ce qu'on appelle la dendrochronologie, qui est une discipline scientifique qui fait qu'une pièce, les morceaux de bois sont des archives qui ont stocké des données liées aux conditions climatiques anciennes, des informations géologiques, des événements qui se sont produits, tels que des glissements de terrain, des inondations, des incendies, etc. Cette discipline a plusieurs sous-disciplines et nous allons nous concentrer sur la dendroprovenance, c'est-à-dire que on va utiliser ces données pour déterminer la provenance du bois. Et c'est utilisé dans différents domaines, par exemple en archéologie, pour éviter, par exemple, la vente de bois qui vient, le bricolage de bois qui vient de zones, ou également voir la théorie sur les bois, ce qu'on appelle l'origine des bois océaniques, et également les bois flottants, les bois qui sont dans les fruits. Donc, cette technique d'androprovenance sont diverses. Il y a d'abord, vous pouvez voir les éléments. D'abord, l'identification taxonomique. Vous voyez, donc on va faire une tranche et on va déterminer la structure anatomique du bois et on va déterminer afin d'identifier ce bois. On peut également utiliser de la chronologie de datation pour travailler sur les anneaux. On peut voir des synergies. Parfois, en fait, ce n'est pas toujours utile pour nous, mais ça peut être utilisé pour d'autres végétations, par exemple. Et on peut également déterminer la composition chimique de l'arbre. C'est tout à fait intéressant, puisque 99% d'un arbre, c'est du carbone, de l'hydrogène ou de l'oxygène. Le 1% restant est très divers. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais il donne beaucoup d'informations sur la géologie, sur l'utilisation des sols. Et ceci nous permet de déterminer beaucoup d'éléments notés. Et c'est vraiment ce que nous utilisons, nous. Voilà, donc, et enfin, nous pouvons utiliser le principe le rapport des isotopes stables, si vous connaissez cette technique, ce concept de détection d'origine. Donc, et un isotope, si vous prenez l'isotope de l'eau, une molécule d'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. En fait, parfois, ce n'est pas toujours la même, mais parfois, il y a dans l'oxygène ici, on va avoir 16 neutrons et protons, mais parfois il y en a 18. On peut en avoir 18. Voilà. Et seulement la masse change, mais l'autre caractéristique qui vont changer, donc d'autres vont créer ces atomes, les molécules sont identiques, mais en fait il y aura des différences fondamentales que l'on peut utiliser comme traceurs, et notamment les isotopes stables pour déterminer l'origine du bois.
Donc, dans le cas de Génitia, nous avons utilisé cette technique de traçage, d'empreinte d'identité du bois. Dans le passé, bien sûr, on utilisait les identifications taxonomiques. Donc, si l'on voit des barrages judiciaires, on a l'extraction et on peut voir les différentes espèces de bois qui sont présentes. Il faut bien sûr aller au microscope et les identifier. Et ensuite, avec les compositions chimiques que nous allons analyser en altérant. Donc, ceci va nous donner également, et ça a été supervisé par Virginia, et qui va nous permettre de déterminer l'origine du bois, et ainsi que d'autres personnes travaillent sur des sujets similaires sur le fleuve Isère, sur la rivière Isère, pardon. Et donc, pour déterminer la composition du bois, nous avons utilisé XRF, c'est les rayons X à fluorescence, et puis les spectromètres de masse. Donc, l'ICP, ce n'était pas très prometteur, on utilisait directement les pièces de bois, des échantillons, des spécimens de bois, vous voyez, en utilisant on faisait un bombardement en rayons X à angulation différente. Puis ensuite, est passé à la méthode du spectromètre de masse, où l'on voit ici les éléments chimiques qui interviennent. On voit ici, donc là, par exemple, on a une acélamide discriminatoire, le calcium, le fer, le silicone, par exemple, la silice, pardon, et donc apparaît ici. Mais ceci peut être utilisé pour distinguer différents éléments. Et ici, ceci nous permet de différencier le bassin de la Valserine, une zone dans la partie en amont. Donc, ceci était tout à fait utile. Nous voulions ajouter des informations non seulement en lien avec la géologie, puisque parfois différentes zones très éloignées les unes de l'autre peuvent présenter des similitudes géologiques. Nous voulions ajouter en fait à cette composition chimique, cette méthode de discrimination chimique, une autre méthode qui n'est pas en lien avec la géologie. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous utilisons cette nouvelle méthode basée sur les isotopes stables, et particulièrement ces deux isotopes, l'hydrogène 18 et l'oxygène 16, donc qui sont liés aux molécules. Donc, on utilise un spectromètre de masse pour cela, et je vais vous expliquer brièvement de façon à ce que vous compreniez comment nous utilisons cette molécule d'eau et déterminer les isotopes stables. Donc, lorsque l'on fait avec ce ratio des isotopes stables, si j'ai un isotope moins commun, un isotope, je vais le standardiser, je vais le comparer à l'échantillon de référence. Dans le cas de l'eau, ce que l'on utilise, c'est l'eau de l'océan, de rivière. C'est-à-dire que si vous prenez un échantillon de l'océan, le volume sera 1, moins 1, ou ce sera 0 pour 1000. Donc, c'est comme ça qu'on va exprimer ce ratio. Maintenant, vous voyez ici pourquoi. Ici, l'océan on démarre, c'est le 0, la référence 0, et cette eau s'évapore, bien entendu. Lorsqu'elle s'évaporerait, les isotopes les plus légers s'évaporent et les plus lourds vont rester. Donc, il y a une discrimination préférentielle. Et donc, c'est pour cela que donc, les nuages sont plus légers en termes d'isotopes. Donc, ensuite, lorsqu'il pleut, les isotopes les plus lourds se condensent, donc de façon préférentielle. Et ensuite, une deuxième précipitation aura des zones avec des isotopes encore plus légers. Bien sûr, cette eau va s'écouler et va créer différents flux, et donc elle va avoir son signal isotopique spécifique, et cette molécule, en fait, va être absorbée par les arbres lorsqu'ils prennent l'eau, et donc elles vont être stockées dans ce signal isotopique va être stocké dans l'arbre, et c'est là où on obtient la carte d'identité ou l'empreinte digitale, si vous voulez, du bois par la mesure des isotopes stables. Maintenant, si on reprend le barrage de Génitia, voici le bassin versant, que vous connaissez tous maintenant, et bien entendu, nous discutions de points similaires à ceux que j'ai discutés précédemment. Donc, il y a du bois qui viennent, des bois flottés, donc qui se bloquent sur le barrage de Génitia. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous avons pris des points dans les deux bassins. Nous avons collecté des échantillons de référence dans les arbres vivants,
Nous sommes allés à Génitia, nous allons sur cet endroit. Nous collectons également des échantillons de bois très nombreux. Et ce que nous faisons, c'est de vérifier nous faisons une comparaison de ces échantillons. Celui-ci vient de cette zone, celui-ci vient de cette zone, celui-ci vient de celle-ci. Et ça, c'est l'idée pour utiliser des échantillons de référence connus pour déterminer ensuite l'origine. À ce stade, on vient juste de commencer, donc je commence ma deuxième année. Je n'ai pas encore travaillé sur la partie très amont du bassin pour collecter les échantillons, mais je vais simplement vous donner brièvement, j'ai vu des références significatives dans nos analyses statistiques, des bois qui viennent de l'amont de l'arbre, la partie amont de l'arbre, si j'examine l'isotope d'hydrogène. À gauche, nous avons les résultats qui appartiennent à l'analyse de l'hydrogène, alors qu'à droite, nous avons les résultats de l'analyse de l'oxygène, à chaque fois les isotopes. Donc, concernant l'hydrogène, on voit des différences significatives des bois entre la partie amont par rapport aux autres. Et également, si l'on considère l'isotopes de l'oxygène, au 18, on voit des différences significatives des bois qui proviennent en aval de la valserine ou en amont de la valserine. Il y a là nous pouvons également faire la distinction entre ces deux domaines, donc dans la partie amont et aval de la valserine. À partir de là, cette autre graphique nous montre comment une variable est en lien avec les autres, comparé. Vous voyez ici, donc l'hydrogène et l'oxygène, comment elles sont en rouge, pardon. Vous voyez la partie amont et en vert les parties aval des deux rivières, l'Arve et la valserine. Et vous voyez que dans le cas de la valserine, elle est plutôt centrée, alors que l'Arve est plus dispersée, une distribution beaucoup plus dispersée sur ce graphique. Nous devons avoir poussé nos analyses pour voir pourquoi ceci se produit, mais également il y a ces deux zones peut-être en lien avec les méthodes que nous avons suivies pour essayer de déterminer de nouvelles méthodes. Nous continuons à y travailler. Afin de vous informer, je vais maintenant vous expliquer, j'attends vos questions et pour discuter de cette présentation, d'accord, mes projets mes points futurs, donc plus d'échantillons par point, donc afin de rendre mon analyse plus robuste, nous voulons combiner ces méthodes avec les compositions de macro et micronutriments. Nous allons essayer d'utiliser la méthode XRF. C'est une méthode dont je vous ai expliqué, mais je vous ai dit précédemment, nous avons utilisé les rayons X, donc la radiographie sur ces pièces de bois avec différentes angulations de tir, et ceci pas vraiment très utile parce que la caractéristique du matériau est poreux. Donc, cette nouvelle idée, c'est de prendre un échantillon de bois ici. Nous allons obtenir une poudre, nous allons le pulvériser, le mélangeons avec de la cire. On va faire un échantillon homogène et ensuite, nous pouvons le traiter au rayon X. C'est ce qu'on a fait pour la sédimentologie, par exemple, et nous espérons ainsi obtenir de meilleurs résultats avec ce modèle. Et à long terme, mon projet sera de caractériser les végétations ripariennes des deux bassins de la rivière, de la Vrivars et de la Raverie. Je vais me concentrer sur la composition, non seulement les espèces qui sont présentes, mais également leur distribution, les densités, la présence ou non d'espèces invasives, vernaculaires ou pas, et bien sûr le statut phytosanitaire qui sera un facteur principal. Et bien entendu, nous allons nous concentrer sur les différents types de gestion qui se font dans les différents domaines, dans les différentes zones du bassin. Et nous allons également analyser les relations entre la quantité de bois qui arrive à Génitia et les inondations qui apportent ces bois flottants. Et ce sont sur la base des concepts dont je vous ai parlé précédemment.
Simplement pour conclure, comment pouvons-nous utiliser cette connaissance, ces recherches et la mettre en pratique si nous comprenons mieux et que nous avons des méthodes pour déterminer les origines des bois, nous comprenons mieux et pourquoi certaines zones contribuent plus, fournissent plus des bois flottants que d'autres. Nous allons avoir des outils scientifiques pour des prises de décision en ce qui concerne la gestion, bien sûr, des bassins. Et nous pourrons mieux gérer les budgets de bois flottants qui vont entrer dans les systèmes et donc ce qui va arriver dans les barrages, le budget de bois qui va arriver à Génissia ou dans d'autres barrages. Et comme ceci sera une façon d'avoir un meilleur équilibre, pour trouver un équilibre entre les avantages écologiques de ces bois, la présence de bois flottants dans les cours d'eau, mais également gardant à l'esprit que nous avons différentes infrastructures le long des rivières, pas seulement des barrages, mais également des ponts, des canaux dérivés pour avoir une bonne… Voilà, et tout ceci est essentiel pour les infrastructures. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci. Si j'ai bien compris, d'abord, sur la diapo 17, vous avez montré… Attendez. Ici, oui. Voilà, je vous posais la question suivante. Ici, on voit sur cette photo, sur cette diapo, en haut à droite, là, à droite, pardon. Voilà. En aval, on a l'aval de l'Arve et l'amont de la Valsérine. Ils sont similaires. Comment faites-vous la différence entre les deux? Nous avons également des régions, on peut voir de 27 à 30, on a une superposition des bandes. Si sur un échantillon de Génissia, vous trouvez ces traces, comment pouvez-vous contribuer et dire, enfin, ceci vient de tel ou tel lieu? Tout d'abord, nous n'avons pas… Nous avons besoin de plus d'échantillons, soyons bien clairs, hein, nous avons besoin de beaucoup d'échantillons. Ce que nous avons actuellement, la différence ici, je dirais, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ici, ils sont tous distribués dans la même zone. Si on considère l'amont Valsery et l'aval Valsena et l'aval de l'Arve, on a différentes distributions, vous voyez, donc isotopiques. Mais c'est toujours… L'idée, ce n'est pas L'idée, c'est ici, je recueille tous les résultats du même endroit. Je peux vous montrer, je ne les ai pas indiqués, mais sur une autre diapo, je vous demande une seconde. Je vais vous montrer un autre graphique. Excusez-moi si j'ai le temps ici. Voilà. Et pour nous, il est important d'examiner non seulement l'ensemble des données, mais nous travaillons sur une échelle temporelle également. Sur les autres graphiques que je vous montrais, si vous voyez, vous revenez à 2015 par exemple, vous voyez l'ensemble des données sont plus regroupées dans une zone alors qu'elles sont plus, au départ, alors qu'elles sont plus distribuées. C'est pour cela que nous utilisons ces 5 dernières années où les données sont plus dispersées. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver les bonnes années qu'on peut utiliser pour ces signaux isotopiques et bien ensuite de les combiner, bien entendu, avec la géologie, comme je vous l'ai dit, car ce n'est qu'avec les isotopes ne suffisent pas. Si on n'utilise que, on ne parlait pas ici de la covégétation de sol, mais par la végétation
qui va intervenir, qui va être influencé par les données climatiques. Mais dans le cas de la rivière, il y a un signal isotopique qui est plus difficile à utiliser à cette fin. C'est pour cela que nous devons combiner l'ensemble des signaux. Ce n'est pas seulement pour voir les différences significatives de la part de toutes les données, mais également nous travaillons sur des échelles temporelles qui, pour nous, ont également de l'importance. Mais au moins, vous pouvez dire que c'est 50% vient de la partie amont de larve et ou 20%. Donc, vous pouvez donner au moins un genre de pourcentage des contributeurs, des zones de contribution? Oui, tout à fait. Oui, intéressant, tout à fait intéressant. Merci.